C'était censé être un dîner dominical tranquille, comme les dizaines d'autres qui l'avaient précédé, simple, prévisible, avec du poulet rôti et des pommes de terre, et un côté silencieux auquel nous nous étions habitués. Je m'étais habitué à ces dîners, connaissant la routine. Delilah sirotait son vin avec ce sourire pincé, Sierra faisait défiler les pages de son téléphone entre chaque bouchée et je faisais comme si tout allait bien. Mais ce soir-là, c'était différent, comme si l'air lui-même portait une charge statique qui menaçait de s'enflammer. Delilah était assise en face de moi sur la même chaise. Elle avait revendiqué pendant des années sa posture, trop parfaite, son regard trop perçant. Sierra, 17 ans, déjà armée du dédain de sa mère, fit tournoyer une mèche de cheveux et me regarda comme si j'étais la chute d'une blague. J'essayais de me concentrer sur la nourriture, sur la façon dont la peau du poulet brillait sous la lumière du plafond, sur les pommes de terre qui sentaient le beurre et le romarin. Mais mon appétit s'est vite estompé. Delilah reposa son verre de vin avec un petit clic délibéré. Le son était en quelque sorte plus fort que le tic-tac de la vieille horloge en arrière-plan. Elle s'éclaircit la gorge, de la manière qu'elle avait l'habitude de faire lorsqu'elle était sur le point de rendre un verdict qu'elle avait répété toute la journée. Nous vous coupons complètement, dit-elle, sa voix plate mais ses yeux vivants, avec une certitude froide, comme la lame d'une guillotine qui s'abat. Pas de colère, juste la finalité. Je n'ai pas bronché, je n'ai même pas respiré. J'ai regardé ses lèvres, cette ligne parfaite de rouge à lèvres qu'elle portait toujours quand elle voulait se sentir puissante. Sierra n'a même pas demandé la permission à sa mère, elle n'a pas hésité. Tu es pauvre, paresseux et pas un bon père, a-t-elle dit. Son ton était décontracté, comme si elle avait commandé un café. Elle n'a pas cligné des yeux, elle n'a pas bougé. Elle attendait ce moment, prête à me coller des étiquettes qui lui collaient à la peau. J'ai senti la pièce se rétrécir, puis la table, soudain trop petite pour tous les mots non prononcés qui s'accumulaient entre nous. Je les ai regardés, ma femme et ma fille assises, comme si elles avaient été moulées dans le même moule, toutes deux arborant la même expression qui disait « On a décidé qui tu es et c'est tout ». J'ai repensé au jour où je travaillais en double pour nourrir cette table. Au soir où je rentrais à la maison en sentant l'huile et la sueur, les mains craquelées par l'accouchement, juste pour les voir endormies, les lumières allumées. J'ai repensé à la fois où j'avais appris à Sierra à faire du vélo dans cette même allée, courant à ses côtés, son rire résonnant dans le quartier, comme j'étais le meilleur père du monde. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Maintenant, ils avaient pris leur décision, scellé le dossier et porté leur jugement. J'aurais pu me lever, claquer mes mains sur la table, exiger qu'ils se souviennent. Mais à quoi bon? Les mots n'avaient pas leur place ici, pas maintenant. Puis, comme sur cul, mon téléphone a vibré sur la table. Ce n'était pas fort, mais ça a tranché la tension comme une lame. Je l'ai attrapé, mes doigts tremblant légèrement, un réflexe né de trop d'appels professionnels tard le soir qui sont toujours porteurs de mauvaises nouvelles. Mais ce n'était pas ça, Monsieur Biden. La voix à l'autre bout du fil a dit, vif, professionnel, mais teinté de quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, l'excitation. L'action de votre entreprise vient d'atteindre les 100 millions de dollars. Je clignais des yeux, fixant mon téléphone comme s'il lui poussait des ailes. Mon esprit repensait aux mathématiques, aux étapes importantes, au sang et à la sueur que j'avais versé dans Triarch System. Les nuits où j'étais resté assis à coder pendant que Delilah dormait. 100 millions, ma poitrine se serra, mon souffle s'arrêta et je faillis rire, non pas par humour, mais par quelque chose de plus profond, comme une corde qui se détachait de ma poitrine. Je levai les yeux vers eux. La fourchette de Delilah était suspendue en l'air, ses yeux écarquillés, son visage figé dans ce masque parfait de sang-froid, craquant sous le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Les mains de Sierra s'arrêtèrent en plein défilement, ses yeux clignant comme si elle venait de se réveiller d'un rêve. Le silence retomba dans la pièce. Je n'avais pas besoin de dire un mot, mais je le fis. Je levai lentement les yeux, les laissant se poser d'abord sur Delilah, puis sur Sierra. Je vis la confusion tourbillonner dans leurs yeux, la soudaine prise de conscience que l'homme qu'ils avaient décrit comme pauvre, paresseux et bon à rien était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne savaient plus comment gérer. « Excusez-moi, dis-je doucement, d'une voix posée, chaque syllabe posée. Vous disiez quelque chose. » C'était comme si la table elle-même avait tremblé. Les lèvres de Delilah s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le visage de Sierra perdit son sourire narquois. Je laissai le silence planer comme un poids qu'ils devraient porter eux-mêmes. Je sentis quelque chose bouger en moi, quelque chose se détendre, comme si j'avais retenu mon souffle pendant trop d'années et que je me souvenais enfin comment le laisser sortir. Je voulais me lever et partir,
mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'ils restent assis là, dans l'espace qu'ils avaient créé, qu'ils ressentent chaque seconde de leur propre silence. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. Alors je suis resté assis là à les observer, l'homme qu'ils pensaient pouvoir couper court, l'homme qu'ils pensaient pouvoir rabaisser et soumettre. L'écran de mon téléphone brillait encore, les chiffres dansant comme une promesse. Je l'avais gardé pour moi, 100 millions. C'était censé être un dîner dominical tranquille, mais ce fut le soir où tout a changé. Le soir où j'ai réalisé que l'approbation que je recherchais depuis si longtemps avait toujours été conditionnelle, que leur amour était lié à mes revenus, à ma réussite, à mes échecs. Et à ce moment-là, je ne me suis pas senti pauvre, paresseux ou sans valeur. Je me suis senti libre. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Je ne savais pas ce qu'ils diraient ensuite ni comment ils raconteraient leur histoire. Mais je savais une chose, je n'étais pas l'homme qu'ils pensaient que j'étais et je ne le serai plus jamais. Ils ne m'ont pas toujours vu comme ça. Je suppose que c'est ce qui m'a le plus blessé, qu'autrefois, il y avait du respect dans leurs yeux, même une pointe d'admiration. C'est ce qui m'a porté pendant ces nuits interminables. À l'époque, j'étais l'homme qui travaillait 16 heures par jour comme responsable de la maintenance de nuit tout en construisant mon prototype de logiciel aux petites heures du matin avant l'aube. Mon uniforme était taché d'huile, mes bottes éraflées, mais je rentrais à la maison avec un chèque de paie. Ça payait les factures, achetait de nouvelles chaussures à Sierra et remplissait le casier à vin de Delilah. Elle se vantait de moi, puis mon mari était tellement motivé, disait-elle à ses amis autour d'un café ou dans la file d'attente pour les démonstrations d'affection en public. Son ton, un mélange de fierté et d'autre chose, une revendication de statut. Elle portait comme des bijoux. Sierra rayonnait. Quand j'arrivais après une longue journée de travail, les mains noires de graisse, elle tirait sur mon pantalon et me demandait « Papa, tu as réparé quelque chose aujourd'hui ?» Je la soulevais et je disais « Je répare toujours les choses, ma puce. » Mais c'était avant même que Triarch ne soit un nom sur mon ordinateur portable cabossé, avant que les salaires stables ne cèdent la place à un avenir incertain. Je ne pouvais rien garantir. Cela se faisait par paliers, le respect s'écoulant de leurs yeux comme l'eau d'un verre fêlé. Au début, Delilah était patiente. Elle laissait la lumière allumée pour moi quand je rentrais tard, s'enquérait de l'avancement du prototype. Je parlais d'infrastructures, de logiciels, de routage de données, des moyens de rendre les systèmes hospitaliers plus sûrs et plus efficaces. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. C'était le sourire qu'on adresse à un enfant, en lui montrant une pierre trouvée dans le jardin, poli, condescendant. Puis les bonus ont cessé d'arriver. J'avais encaissé mon épargne retraite, vendu mon camion, mon bébé, celui pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires, et j'avais remis les clés comme si je vendais une partie de moi-même. J'avais versé tous mes péchés dans la première itération de Triarch, chaque nuit blanche, dans le code qui allait un jour construire un pont entre les hôpitaux et les patients. Mais l'argent tardait à revenir, plus lentement que je ne l'espérais. Je rentrais à la maison et trouvais des factures empilées comme des accusations sur le comptoir de la cuisine. Les lèvres de Delilah se pinçaient si fort qu'elles en perdaient leur couleur. « Nous avons besoin de stabilité », disait-elle d'une voix basse mais teintée de quelque chose de dur. Sierra a besoin d'un avenir. J'essaie d'expliquer les contrats. Je courais après les pilotes que je testais. Je lui racontais ma réunion avec Northridge Medical, à quel point nous étions proches de les convaincre. Elle hochait la tête, mais ce hochement de tête semblait creux, comme si elle avait déjà décidé que j'étais en échec avant même que j'aie eu l'occasion de faire mes preuves. Sierra était pire. À 17 ans, elle avait appris l'art du jugement auprès de sa mère, l'avait perfectionné comme un article. Pourquoi ne pas être comme les maris des amis de maman, demandait-elle d'un ton mordant. Je connaissais ces hommes, des agents immobiliers, des cadres intermédiaires dans des cabinets comptables, des types en cravate et souriants, qui n'avaient jamais manqué un chèque de paie. Ils jouaient au golf le samedi et postaient des selfies de famille sur Instagram avec des légendes comme « une bénédiction sans borne ». Ils n'avaient jamais tout risqué pour un rêve. Ils n'avaient jamais construit quelque chose de zéro en portant le poids de tout cela sur leurs épaules à travers chaque revers, chaque doute, parce qu'ils ne construisaient pas ce que j'étais. Ils n'étaient pas ceux qui écumaient les ordinateurs portables d'occasion à 3 heures du matin pour en trouver un qui ne surchauffe pas. Ils ne passaient pas des heures sur le Wi-Fi de la bibliothèque publique parce que l'Internet à la maison avait été coupé ce mois-là. Ils ne sautaient pas de repas pour acheter de l'espace serveur ni ne marchaient jusqu'aux réunions parce que le paiement de leur voiture avait servi à payer le salaire d'un développeur. Au lieu de cela, c'était moi qui faisais ça, moi, et chaque sacrifice que je faisais me semblait un gage pour l'avenir.
Il profiterait des frais de scolarité de Sierra, des dîners de Delilah avec des amis, de la maison qui gardait ses lumières allumées parce que je refusais de les baisser. Mais il ne voyait plus ça. Il ne voyait que l'homme tombé en disgrâce, qui avait troqué ses chèques de paie réguliers et ses bleus de travail tachés d'huile contre du code et des risques pour eux. C'était moi qui avais abandonné leur confort et les avais forcés à vivre dans un vide qu'ils ne pouvaient nommer mais qu'ils ressentaient dans chaque facture impayée, chaque vacance annulée, chaque refus au centre commercial. Parfois, je captais les regards de Delilah quand on passait devant la banque, la façon dont ses yeux s'attardaient sur les familles qui faisaient la queue, les hommes aux chemises repassées et aux portefeuilles épais. Elle serrait son sac à main comme si elle tenait quelque chose de fragile, quelque chose qui pourrait se briser si elle le lâchait. J'essayais de lui tendre la main, mais elle se retirait, faisant semblant d'ajuster son sac ou son téléphone. Sierra nous observait toutes les deux avec ce regard froid et exercé. Je savais qu'elle répétait le jugement de sa mère comme si c'était l'Évangile. Delilah lui avait facilité la tâche. Ton père est irresponsable, ton père poursuit un rêve qui nous coûte tout. Ton père ne peut même pas nous emmener dîner sans s'inquiéter de l'addition. Sierra absorbait ces mots comme de l'encre et de l'eau, souillant son regard sur moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de l'ancienne confiance. Je restais assise à mon bureau le soir à fixer les lignes de code qui ressemblaient à la fois au salut et à la damnation. Je me souvenais du rire de Sierra, de la façon dont elle courait dans mes bras comme si j'étais son héros. Je me souvenais des nuits où Delilah m'apportait une bière pendant que je travaillais, ses yeux chaleureux, son toucher doux. Ces nuits étaient révolues maintenant, remplacées par un silence qui enveloppait la maison comme un linceul. Pourtant, j'ai continué. Je n'ai pas abandonné. Je ne les ai pas maudits, même si Dieu sait que j'en avais envie. Certains jours, je continuais juste à taper, à construire, à croire en quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, parce que je savais au fond de moi que si je pouvais juste faire décoller Triarche, si je pouvais juste leur prouver et à moi-même que ce rêve était plus qu'un pari, peut-être, juste peut-être, qu'ils me regarderaient comme avant. Mais c'était le mensonge que je me racontais. La vérité était plus simple, et elle m'a frappé le plus fort les nuits où le code est devenu flou et l'épuisement m'a pesé comme du plomb. Le respect ne se donne pas pour l'effort, il se donne pour les résultats. Et plus je poursuivais mon rêve, plus je réalisais que personne, surtout pas ceux que l'on aime, n'y croirait. Jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour douter, je devais juste espérer que je voudrais encore leur respect quand ce moment viendrait enfin. Personne n'a vu le travail acharné. C'est la partie qui me fait encore signe de la tête, la façon dont ils s'attendaient tous à récolter les récompenses mais n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait pour y arriver. Chaque nuit, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable était ma seule compagnie. Le reste de la maison dormait tranquillement, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du gémissement occasionnel des vieux tuyaux. Mon dos me faisait mal à cause des heures passées penchées sur le clavier, le code sur l'écran se brouillant en ligne qui dansait avec la fatigue. Mais j'ai continué parce que chaque ligne que j'écrivais, chaque bug que je corrigeais à 3 heures du matin, était un pas de plus vers la vie que je me promettais, la vie que je leur promettais, même s'ils ne pouvaient pas la voir. La bibliothèque publique est devenue ma deuxième maison. Notre Internet était coupé plus souvent que je ne voulais l'admettre, et le Wi-Fi de la bibliothèque me semblait une bouée de sauvetage vers le monde extérieur. J'étais assis là, entouré de manuels et de conversations feutrées, l'odeur de vieux tapis et de papier se mêlant au goût du café instantané du distributeur. Je me penchais en avant, les yeux rivés sur l'écran, espérant que le logiciel s'occuperait de tout. J'avais construit de toutes pièces. Triarche System. Le nom lui-même sonnait comme une prière, une promesse de stabilité pour les hôpitaux, pour les patients qui avaient besoin de planning à l'heure et de données pour rester en sécurité. Je savais que le monde ne voyait pas l'intérêt des logiciels d'infrastructure, mais moi, si. Je voyais les administrateurs essayer de jongler avec le chaos avec des feuilles de calcul et des barres blanches, les infirmières courir d'un service à l'autre, sans jamais savoir qui avait besoin de quoi ni quand. Je voulais arranger ça. Je voulais leur simplifier la vie, même si cela signifiait rendre la mienne plus difficile. Delilah ne demandait plus jamais de détails. Elle avait cessé de s'en soucier après les premiers mois, après avoir réalisé qu'il n'y aurait pas de gros chèques, pas de dîner raffiné, pas de virée shopping. Elle avait abandonné l'idée que mon rêve puisse un jour être plus qu'une perte de patience. Sierra a suivi son exemple. Au début, elle demandait « Comment va l'entreprise, papa ?» Mais son ton est devenu cassant avec le temps, comme une feuille qui se recroqueville sous un soleil de plomb. Finalement, elle a complètement arrêté de poser des questions. Je les laissais faire, non pas par peur, ni parce que je pensais qu'ils avaient raison, mais parce que j'avais du travail.
Chaque seconde passée à essayer de les convaincre était une seconde volée à la routine qui, un jour, leur donnerait tort. Je me souviens de la première fois où j'ai décroché un contrat, Northridge Medical. J'étais arrivé à cette réunion vêtu de mon seul costume correct, gris, un peu trop serré aux épaules, mais passable. La salle de conférence sentait l'antiseptique et le café rassis. Le directeur financier de l'hôpital était assis en face de moi, l'œil sceptique, parcourant ma proposition comme s'il s'agissait d'un menu qu'il n'avait pas encore choisi. Je leur ai parlé d'efficacité, de réduction des temps de pesée, de réduction des coûts sans compromettre les soins aux patients. J'ai parlé de planification en temps réel et de routage sécurisé des données. Je lui ai montré le prototype, même si je savais qu'il était approximatif, même si je savais qu'à chaque clic, il y avait un risque de plantage. Ce ne fut pas le cas. Il a fonctionné, et pendant un instant, je l'ai vu, une lueur de foi dans ses yeux. Il a signé pour un programme pilote. Je suis sorti de cet hôpital avec un contrat en main, le cœur battant la chamade. Je voulais appeler Delila, lui dire que j'avais réussi, que toutes ces nuits où elle m'avait traité d'irresponsable avaient conduit à ça. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentré chez moi, j'ai posé le contrat sur mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable parce qu'un seul accord ne suffisait pas. Un seul accord ne suffisait pas à rembourser la maison ni à réparer la confiance brisée. J'avais besoin de plus. J'avais besoin d'élan. 2 autres hôpitaux ont signé dans les 6 mois suivants. Les revenus ont été lents au début, des contrats plus modestes, des étapes prudentes. Mais j'ai vu le schéma, la façon dont le bouche à oreille s'est répandu parmi les administrateurs qui cherchaient désespérément une solution efficace. Mon téléphone s'est mis à sonner. Ma boîte mail était autrefois un désert de refus et de spam rempli de demandes. Mais je suis restée silencieuse. Je ne me suis pas vanté du vent. Je ne suis pas rentré avec des ballons ou du champagne dans le salon. Une partie de moi pensait que j'aurais dû. Une autre partie de moi se demandait si ce n'était pas ce qu'ils attendaient, un grand geste qui prouverait que je n'étais pas juste un homme jouant avec un jouet. Mais ce n'était pas moi. Je m'asseyais à table à écouter Delila se plaindre du prix des courses, de la façon dont les maris de ses amis pouvaient les emmener en vacances sans se soucier des factures. Sierra intervenait à propos des robes de bal et des derniers modèles de téléphone qu'elle voulait, comme si le monde entier tournait autour de la marque qu'elle portait. J'écoutais, hochais la tête, disais « on verra bien », puis je retournais au travail, car chaque heure passée à travailler dur me rapprochait du futur. Je construisais, parfois, quand la maison était plongée dans le noir et que je fermais le dernier rapport de bug de la nuit, je m'adossais à ma chaise et fixais le plafond. Le silence était pesant, mais aussi sincère. Dans cet espace, il n'y avait aucun jugement, aucun regard en coin, aucune taille portant 1000 critiques inexprimées. Il n'y avait que moi et le travail acharné. J'ai commencé à comprendre quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. Le respect ne se donne pas pour les heures travaillées en secret. Il se donne pour les résultats incontournables. Je pourrais construire le meilleur système du monde, mais tant que je ne leur aurais pas montré l'argent, les contrats, les gros titres, ils ne le verraient pas. Cette prise de conscience m'a blessé, mais elle m'a aussi endurci. Alors je les ai laissés m'ignorer. Je les ai laissés croire que j'étais un raté. Je les ai laissés raconter à leurs amis comment je les avais laissés tomber, parce que je savais ce qu'ils ignoraient. Je savais que les fondations étaient déjà en place, que les appels arrivaient, que le travail acharné payait d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée, et quand le jour viendrait où mon téléphone vibrerait avec cet appel, l'appel. Cela changerait tout, je serais prêt, mais en attendant, je garderai la tête basse, je continuerai à faire circuler le code, je continuerai à faire venir les contrats, parce qu'un jour, ils me regarderaient et verraient ce que je savais depuis le début. Que le succès ne se construit pas sous les projecteurs, il se construit dans le travail acharné et les nuits silencieuses et les heures que personne d'autre ne voit. De retour au dîner, je ne pouvais pas enlever le goût de ce poulet de ma bouche, et pas parce qu'il était bon, parce qu'il était assaisonné du sel du ressentiment. La pièce semblait plus petite maintenant, comme si les murs se penchaient, me pressant vers le bas. Delila et Sierra étaient assises en face de moi, côte à côte, un front uni de jugement qui était autrefois ma famille. Leurs yeux brillaient de cette même lumière froide que j'avais vue trop de fois auparavant, sauf ce soir. C'était définitif, comme si l'épée du bourreau était levée au-dessus de ma tête. Delila se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, comme si elle fermait tout dernier chemin vers sa grâce. On ne peut pas continuer à faire semblant. Tu es mon égal, dit-elle. Sa voix était sèche, mesurée, chaque mot prononcé avec la précision d'un scalpel.
J'observais ses lèvres bouger comme son verre de vin laissait un anneau sur la table en bois poli. C'était ma table, notre table à l'époque où nous l'avions construite ensemble un samedi matin, avec des restes de bois et des fous rires incalculables. Maintenant, c'était comme une scène de théâtre et j'étais la seule à ne pas connaître mon texte. Tu ne rapportes même pas d'argent, continua-t-elle comme si elle lisait un scénario appris par cœur des semaines auparavant. Sie, toujours aussi désireuse d'impressionner sa mère, a rajouté sans hésiter. Maman fait tout, tu restes assise là. Ces mots frappaient comme des flèches, visant tous les endroits où j'avais renforcé mon armure, mais jamais tout à fait scellé. Je restais assis là, à les fixer tous les deux, sentant le fossé qui nous séparait se creuser comme un canyon que je n'étais pas sûr de pouvoir franchir. C'est alors que mon téléphone sonna. Le nom de Dédra illumina l'écran et je faillis ne pas répondre. Peut-être qu'une partie de moi voulait garder cette victoire pour moi, la savourer seule, avant que le monde ne tente de me l'arracher des mains. Mais l'instinct prit le dessus et je balayai l'écran d'un pouce légèrement tremblant. « Salut, Dédra » dis-je d'une voix calme. À l'autre bout du fil, son ton était clair, lumineux, le genre de ton qui ne perd pas de temps. « Monsieur Biden, félicitations, dit-elle, et à cet instant, la salle se figea. Triarch vient d'atteindre une valorisation de 100 millions de dollars. La nouvelle est en direct. Le Wall Street Journal vient de publier. J'étais assis dans mon bureau tard le soir, la lumière de l'écran baignant mon visage, tandis que j'étudiais le plan de retraite que j'avais contribué à élaborer. Le nom de Belle était là, en lettres grasses, niché parmi des dizaines d'autres. Lorsqu'elle a quitté son poste d'enseignante pour se lancer dans son application bien-être, je l'avais intégrée au régime d'avantages sociaux étendu de Hartwell par courtoisie conjugale. Elle avait qualifié cela de gentil à l'époque, signe que j'agissais enfin comme un fournisseur. Mais ce n'était pas de la charité, c'était une assurance. Elle n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères, la ligne qui me donnait le pouvoir de restructurer les termes en tant que signataire majoritaire. Elle ne m'avait jamais demandé ce que je faisais vraiment, chaque soir dans cette pièce à étudier des feuilles de calcul et des registres de pignon comme s'il s'agissait de textes sacrés. Le système de pignon était une chose vivante et respirante, un enchevêtrement de dépendances et de clauses qui pouvait faire ou défaire une personne. Si vous saviez où chercher, et je savais exactement où chercher, chaque nuit tardive au bureau, chaque café à l'équipe comptable, chaque question innocente que j'avais posée à Monroe sur le régime de retraite, tout s'additionnait. J'avais construit un plan dans mon esprit, chaque détail, une arme qu'elle n'aurait jamais vu venir. C'était mon vrai travail, celui qu'elle ne comprenait pas, bâtir une forteresse de connaissances, une clause à la fois. Je me souvenais du jour où elle avait annoncé à sa mère son départ de l'enseignement. « C'est un homme tellement bien », avait-elle dit, souriant comme un enfant qui vient de lasser ses chaussures tout seul. Il m'a offert des avantages sociaux pour que je puisse poursuivre mes rêves. C'est ce que fait un mari bienveillant. Sa mère avait esquissé un sourire narquois, comme Belle lorsqu'elle pensait gagner. Espérons que son soutien tienne. J'étais assis à la table ce soir-là, hochant la tête comme un mari dévoué, leur laissant croire que j'étais reconnaissant de participer à leur spectacle. Mais au fond de moi, j'avais déjà vu le plan, chaque dépôt, chaque retrait, chaque clause régissant les versements anticipés. J'en avais rédigé certaines moi-même bien avant qu'elle ne pense à me le demander. Elle ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Elle voyait le pincement comme un filet de sécurité, un plan de secours au cas où son application bien-être ne décollerait pas. Mais moi, je le voyais comme un levier. Je l'ai vu comme le cadenas auquel elle s'était enchaînée, sans réaliser que j'en détenais la clé. J'avais rédigé la clause moi-même, une ligne parmi des centaines d'autres, retrait anticipé sous réserve d'ajustement discrétionnaire à la discrétion de l'administrateur du régime. Elle ne s'était jamais demandé qui était cet administrateur. Elle avait supposé que c'était le même fonctionnaire qui avait signé le reste des documents. Mais ce n'était pas le cas. C'était moi, la secrétaire. Elle disait à tout le monde que c'était trop petit pour compter. Je me suis souvenu du soir où elle avait mentionné vouloir encaisser une partie de sa pension, au cas où. Elle avait souri gentiment comme pour me demander un service. C'est juste un petit cadeau pour mon entreprise, avait-elle dit en remuant son thé avec cet air innocent qu'elle portait comme un parfum. J'avais hoché la tête, jouant le rôle. Bien sûr, Belle. J'avais dit d'une voix ferme. Tout ce dont tu as besoin. Elle m'avait embrassé sur la joue comme si j'étais un enfant. Tu es le meilleur Silu, tu es vraiment. Je la regardais sortir de la pièce et je pensais vraiment l'être, car chaque nuit dans ce bureau, chaque heure, je passais à décortiquer ses clauses, chaque conversation chuchotée avec l'avocat du plan.
Tout cela avait mené à ce moment, le moment où elle pensait mettre un pied dans son avenir, pour finalement réaliser qu'elle tombait dans un piège à ours. Quand j'ai rempli les papiers pour son retrait anticipé, j'ai suivi chaque règlement à la lettre. Je lui ai envoyé les formulaires. Elle les a signés en souriant, ce même sourire qu'elle arborait quand elle pensait avoir gagné. Elle n'a même pas lu les nouvelles conditions. J'avais joint celle qui détaillait ses obligations fiscales, celle qui citait la clause discrétionnaire qui me donnait le dernier mot. Elle n'a pas demandé pourquoi le versement était inférieur à ce qu'elle attendait. Elle a juste vu les chiffres et a supposé qu'elle avait le contrôle. Elle n'a jamais demandé une seule fois pourquoi son cher mari était si impatient de l'aider à encaisser. Parce que, pour Belle, j'étais toujours l'homme qui répondait au téléphone et allait chercher du café, l'homme qui lui donnait ses prestations de retraite comme un chien qui lui offre un os. Le jour où le paiement a été versé sur son compte, elle m'a envoyé un emoji en forme de cœur. Merci d'être si encourageant, a-t-elle écrit. J'ai regardé l'écran, sentant l'ironie s'installer comme une pierre dans mon ventre. Soutien. Elle ne saurait jamais que j'avais structuré le retrait pour déclencher une pénalité fiscale automatique, qui gèlerait son compte professionnel jusqu'à ce qu'elle paie. Et elle ne comprendrait jamais qu'au moment où elle appellerait son avocat, le plan de retraite aurait été transféré dans mon compte privé, scellé derrière des couches de politique d'entreprise. Elle ne détricoterait jamais. C'est le propre de l'ambition, elle ne montre pas toujours les dents. Parfois, elle sourit. Parfois, c'est l'homme derrière le bureau, celui qui hoche la tête et dit, bien sûr, comme tu veux. J'ai repensé à ces mots. Tu n'es pas ambitieux, Silu, tu es juste en sécurité. J'ai repensé au soir où elle rentrait de ses dîners à Red Oak, me racontant tous les hommes qui avaient essayé de la draguer, comment elle les avait ris. Tu es mon refuge, disait-elle. Mais je n'étais pas son refuge, j'étais son plan de sortie. Et j'ai transformé ce plan de sortie en un coffre-fort qu'elle ne pouvait pas forcer. Le soir où j'ai finalisé la dernière clause, je me suis servi un whisky et j'ai fixé l'écran, regardant le curseur clignoter comme un battement de cœur. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait regardé avec cette patience exercée, comme si j'étais un projet qu'elle dépasserait un jour. J'ai pensé au sourire narquois qui s'était répandu sur son visage quand elle avait parlé de son mari débutant. Et j'ai pensé au club de spa, à l'expression de son visage quand Monroe lui avait dit la vérité, au verre qui lui avait échappé des mains, au silence qui avait suivi. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que les règles du jeu avaient changé. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé le prix à payer pour me sous-estimer. J'ai cliqué sur « Soumettre ». Le plan de retraite a changé, les formulaires ont été traités, son retrait anticipé a été déclenché, avec les implications fiscales qu'elle n'avait jamais vues venir. Et je suis resté assis là, respirant le silence, ressentant le poids de chaque nuit tardive, de chaque conversation chuchotée, de chaque pièce du puzzle que j'avais si soigneusement posée. Elle ne l'aurait jamais vu venir. Elle accuserait le système. Elle accuserait. 2 semaines après la révélation du club de spa, le monde extérieur semblait évoluer, mais à l'intérieur, l'air était chargé de non-dits. Belle et moi, on se déplaçait l'une autour de l'autre comme des inconnus qu'on aurait laissés dans la même salle d'attente. Elle rentrait du travail, le regard fixe, son téléphone toujours à la main, et je faisais semblant de travailler sur le dernier rapport trimestriel de l'entreprise. On dînait en silence. Elle déplaçait le riz dans son assiette, esquissait un léger sourire, puis disparaissait à l'étage pour un de ses interminables appels FaceTime avec Royce ou les avocats qu'elle pensait que j'ignorais. Je savais que j'avais toujours su. Le jour où elle m'a signifié les papiers du divorce était un vendredi. Elle choisissait le vendredi pour tout ce qui était important, entretien d'embauche, journée spa, manipulation. Le vendredi était frais, comme un nouveau chapitre qui commençait et elle aimait avoir l'impression d'écrire l'histoire. J'ai entendu la voiture dans l'allée avant d'entendre la porte s'ouvrir. J'étais dans le bureau en train d'examiner les documents de fusion pour la chaîne de restaurants que je venais de fusionner sous Carter & Layton Capital. Mon royaume s'étendait et pourtant, mes mains s'immobilisèrent en entendant la porte d'entrée. Il y avait quelque chose dans ses pas qui semblait répéter, comme si elle avait répété ce moment devant le miroir. Elle entra dans le bureau avec une enveloppe en papier craft, comme si c'était une offrande de paix. Mais le sourire sur son visage était le même qu'elle adressait au serveur. Elle n'avait pas prévu de donner un pourboire à Silu, elle dit, voix, sucre, doux. Je pense que nous savons tous les deux que cela a été long à venir. Elle posa l'enveloppe sur le bureau, la faisant glisser sur le chêne poli comme si elle distribuait des cartes. Je ne bronchais pas. J'avais vu assez de transactions en coulisses pour savoir quand un bluff se préparait. Elle me regarda,
le regard froid, me mettant au défi de réagir. Je demande le divorce, dit-elle, savourant chaque mot comme si c'était une victoire. C'est pour le mieux. Nous nous sommes dépassés. Je fais enfin un choix intelligent. Je pris l'enveloppe et la retournai comme si elle allait mordre à l'intérieur. Je savais déjà qu'il s'agissait des documents qu'elle avait passé des semaines à préparer, méticuleusement, arrangés par l'ami avocat de Royce. J'imaginais qu'elle s'attendait à ce que je panique, que je discute, que je supplie pour une autre chance, mais ce ne fut pas le cas. Je ne haussai même pas un sourcil. Au lieu de cela, j'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis ma propre enveloppe, plus épaisse, plus lourde, chaque page, un clou dans le cercueil de la vie qu'elle pensait construire. Je la glissai vers elle, regardant la confiance se dissiper de son visage comme du vin se déversant d'un verre brisé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'un ton plus aigu, le regard passant de l'enveloppe à moi, comme si j'avais renversé la table en plein milieu de sa partie. Je ne répondis pas tout de suite. Je voulais que le silence l'apaise, lui rappelle qu'elle avait trop longtemps sous-estimé l'homme derrière ce bureau. « Des preuves, dis-je enfin, d'une voix rauque, même des preuves de fraude conjugale, d'utilisation abusive de pension, d'accès non autorisé au système de l'entreprise. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages, les lignes de texte juridique flottant devant ses yeux. « Ma chérie, ajoutai-je, laissant les mots s'enfoncer comme une lame, cette maison, ta pension, ton application, rien de tout cela ne t'appartient jamais. » Elle essaya de parler, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Son visage se vida, la laissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Silu » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Quoi, qu'est-ce que c'est » Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai observé. « C'est la vérité, dis-je. La vérité que tu n'as jamais pris la peine de chercher pendant que tu jouais à la reine des maris débutants. Chaque dollar que tu as déplacé, chaque compte que tu as utilisé, tout est documenté. Chaque fois que tu as utilisé les ressources de mon entreprise pour soutenir ta petite application de bien-être, chaque fois que tu as siphonné des fonds sous la table avec l'aide de Royce. Tout est là. J'ai tapoté l'enveloppe du doigt. Ta signature est sur chaque page. » Ses yeux ont parcouru la pièce comme si elle cherchait une échappatoire. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié. Toi, tu ne peux pas tout me prendre. » Un léger sourire s'est dessiné sur mon visage, celui qui dit que j'ai déjà gagné. « Je ne prends pas tout, ai-je dit calmement. Je prends ce qui a toujours été à moi. Tu voulais encaisser ta retraite. Tu l'as eu, moins les pénalités fiscales dont tu n'as pas entendu parler. Tu voulais lancer cette application. Tu l'as fait avec l'argent de mon entreprise. Tu voulais passer à autre chose. Voici ta chance. Mais ne t'attends pas à prendre la maison que j'ai construite, ni la voiture que tu conduis, ni les comptes que tu pensais si habilement cachés. » Je laissai ces mots planer, lourds et tranchants, car tout m'appartient maintenant. Elle s'est effondrée sur la chaise en face de moi, les papiers du divorce toujours serrés dans sa main comme une bouée de sauvetage. Sa voix était un murmure, tremblante et faible. « Pourquoi » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi me fais-tu ça » Je me penchai en avant, les coudes sur le bureau, et, pour la première fois depuis des années, je laissai transparaître une froide réflexion dans ma voix, car chaque fois que tu m'appelais ton mari de départ, je disais, tu m'as rappelé que tu ne m'avais jamais vu que comme un tremplin. Chaque fois que tu t'es moqué de mon ambition. Tu m'as donné une raison de plus de te prouver le contraire. Je t'ai tout donné, belle, et tu as craché dessus. Alors maintenant, je te donne exactement ce que tu mérites, une rupture nette sans aucun des avantages que tu pensais obtenir gratuitement. » Elle se couvrit le visage de ses mains, sanglotant, les larmes maculant le maquillage qu'elle avait appliqué avec tant de soin. Ce matin-là, je n'éprouvais aucune pitié. Je ne ressentais que la satisfaction d'un plan exécuté à la perfection. Elle pensait faire un choix judicieux, mais elle n'avait jamais lu les petits caractères, n'avait jamais imaginé que l'homme derrière le bureau détenait le véritable pouvoir. Je me suis levé, ajustant ma cravate, ce geste comme un dernier argument, comme une conclusion. « Tu voulais divorcer » ai-je dit d'une voix neutre. « Tu l'as, mais ne t'attends pas à ce que je sois l'homme vers qui tu pourras te tourner quand tout s'écroulera, car désormais, belle, tu seras seule. » Elle a levé les yeux, rouge et gonflée, et j'ai vu la révélation poindre, elle avait perdu. Elle avait misé sur mon silence, sur ma patience, sur ma volonté d'être l'homme qui disait toujours oui. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai contourné le bureau, les papiers toujours entre nous, comme un champ de bataille jonché de victimes. J'ai ouvert la porte et fait un geste vers le couloir. « Tu peux partir maintenant,
ai-je dit. Le chauffeur attend. Elle m'a fixé, la bouche ouverte et fermée, comme un poisson qui halète, puis elle s'est levée, ramassant les papiers dans des mains tremblantes et est sortie du bureau sans un mot de plus. J'ai attendu d'entendre la porte d'entrée se refermer avant de relâcher le souffle que j'avais retenu. Le silence semblait différent maintenant, pas lourd, mais pur comme l'air après une tempête. Je me suis rassis, j'ai repris le stylo qu'elle avait laissé sur le bureau et j'ai commencé à signer les derniers documents, parce que ce n'était plus d'elle. C'était de moi, de l'homme qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. L'homme qui avait étudié, planifié, construit sa forteresse pendant qu'elle était occupée à se moquer de son ambition. L'homme qui avait finalement pris le contrôle. L'homme qui n'était le mari de départ de personne. La première fois que j'ai ouvert mon registre, ce n'était même pas encore un registre, juste un carnet à spirale bon marché du magasin de fourniture de bureau, le genre qu'il distribuait comme des excuses bon marché à la réception. Je l'ai glissé dans le tiroir du bas de mon bureau, caché sous une pile de factures périmées que personne ne prenait jamais la peine de vérifier. Je m'asseyais là pendant les pauses déjeuner et, après les heures de bureau, le bourdonnement silencieux du bâtiment remplissant le silence, et j'écrivais, pas en ligne nette ni en puce, juste des noms, des dates et des détails, des petits affronts, des insultes désinvoltes. Chaque fois que quelqu'un m'appelait secrétaire avec ce ricanement dans la voix, chaque fois que quelqu'un riait quand j'entrais dans la salle de pause. Chaque fois que la voix de Belle dégoulinait de cette douceur condescendante, « Oh, Silas, tu es si gentil, si sûr. » Hazeltran était celle qui m'a appris la vraie valeur d'un grand livre. Elle était la représentante principale des ressources humaines que tout le monde pensait trop vieille pour être pertinente. Mais elle était plus perspicace que n'importe laquelle d'entre elles. Elle avait passé des décennies à naviguer dans la politique d'entreprise, à collectionner des secrets comme des perles. Elle m'a surprise une fois à griffonner dans ce carnet sur mon bureau. Après les heures de travail, elle marqua une pause. Ses yeux se plissèrent avec un sourire entendu. « Les hommes invisibles ont plus de pouvoir que les bruyants, dit-elle. Utilise ça. » Elle tapota le carnet avec un ongle verni, écrit tout. Tu serais surpris de voir comment les petites choses s'additionnent. Je n'ai jamais oublié ça. Hazel a pris sa retraite 2 ans plus tard, mais ses mots sont restés. Chaque fois que j'ouvrais ce grand livre, je pouvais encore entendre sa voix. Les hommes invisibles ont plus de pouvoir. Quand Belle a commencé à se vanter de mon manque d'ambition lors de ses dîners de famille, le registre n'était plus un simple carnet à spirale bon marché. C'était un fichier sur mon disque dur crypté, sauvegardé sur un serveur inconnu. C'était une cartographie de chaque relation au bureau, de chaque conversation qui laissait entrevoir une opportunité ou un risque. Quand Monroe a oublié de me mettre en copie d'un email confidentiel, je l'ai noté. Quand Nora Winslow, du service des opérations, a laissé échapper que Monroe préparait un neveu à un poste de direction, j'ai également classé l'information. Chaque détail comptait, comme une araignée dans sa toile. J'étais assis là, silencieux et patient, attendant les bonnes vibrations. Belle ne me demandait jamais ce que je faisais. Quand je restais tard, elle me prenait pour un lâche, trop timide pour demander une augmentation ou une promotion. Si vous preniez la parole de temps en temps, elle disait, un verre de vin à la main, peut-être que les gens vous respecteraient. Mais je n'avais pas besoin de leur respect, j'avais besoin de leur complaisance. J'avais besoin qu'ils me sous-estiment sans cesse, car pendant qu'ils riaient, je construisais une forteresse d'informations. J'ai tracé les vulnérabilités de chaque service, chaque note de frais qui ne collait pas, chaque plainte RH qui s'est volatilisée. J'ai tout documenté pour ne pas l'utiliser immédiatement. Non, j'ai été plus patient que ça. Tel un jardinier, j'ai laissé ces détails se développer, s'entremêler jusqu'à obtenir un réseau assez solide pour soutenir un empire. La nuit où je suis passé de réceptionniste à analyste des opérations. C'est parce que je connaissais toutes les faiblesses du système. J'avais trouvé une petite anomalie que personne d'autre n'avait remarquée, de l'argent qui fuyait des comptes comme une lente hémorragie. Je l'ai rapporté à Monroe, mon différentiel de ton, je pensais juste que vous aimeriez le savoir, monsieur. Il cligna des yeux, surpris. Mais cette surprise se transforma rapidement en opportunité. Bon œil, Carter. Il avait dit, voyons ce que tu peux trouver d'autre. C'est comme ça que ça commençait toujours. Un petit détail, un fil invisible qui menait à une toile qu'ils ignoraient. Ils étaient pris au piège, de l'analyste des opérations à l'associé silencieux. Tout le parcours était dans le grand livre. J'ai suivi chaque promotion, chaque licenciement. Chaque fois qu'un employé des RH m'a envoyé un dossier que je n'étais pas censé voir, je l'ai lu attentivement.
Chaque fois que quelqu'un faisait une blague à mes dépens dans la salle de pause, j'ai noté le nom et la date, non pas par vengeance, mais parce que je voulais comprendre la forme de leur pouvoir. Hazen m'avait appris que la vengeance est mesquine, mais que la connaissance est éternelle et que la meilleure vengeance est de s'assurer qu'ils ne peuvent pas vous toucher. Lorsque l'application de Bell a commencé à décoller grâce au contact marketing qu'elle avait noué via mon entreprise, je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai laissé croire qu'elle était intelligente, qu'elle construisait quelque chose par elle-même, mais chaque développeur qu'elle embauchait, chaque publicité qu'elle plaçait, chaque dollar qu'elle transférait passait par des systèmes que je contrôlais. Je m'asseyais à mon bureau et regardais. Les transactions défilaient sur mon écran. Elle ignorait les termes qu'elle avait acceptés lors de la signature du contrat de partenariat. Elle ignorait que chaque clic et chaque facture transitaient par les serveurs de Carter et Layton. Elle se prenait pour la PDG de son propre petit empire. Je savais qu'elle n'était qu'un poste dans mon grand livre. Quand vint le jour où je racheta Monroe, structuré autour d'un LBO à effet de levier qui commença par des agrafeuses et se termina par des votes au conseil d'administration, je n'avais pas besoin d'applaudissements, je ne voulais pas de confettis. Je voulais la satisfaction tranquille de voir tous ceux qui s'étaient moqués de moi me fixer du regard tandis que je signais les documents. Je voulais que le grand livre contienne sa dernière inscription, Silu Carter, PDG. Et lorsque le conseil d'administration vota, ce fut unanime, car tous les hommes qui m'avaient sous-estimé y figuraient. Chaque vote, une ligne que j'avais écrite des années auparavant. Je connaissais leurs peurs, leurs dettes, leurs ambitions. Je savais quand sourire et quand tourner le couteau. Belle ne vint pas voter. Elle était trop occupée à planifier sa prochaine grande aventure. Déménager, trop occupée à raconter à ses amis comment elle me dépasserait. Elle ne m'avait jamais demandé comment j'en étais arrivé là, n'avait jamais pensé à aller au-delà du titre de secrétaire. Mais je n'avais pas besoin de son approbation. Je l'avais dépassé aussi, à ma façon. Et le registre, c'était plus qu'une liste d'insultes. C'était mon histoire, chaque triomphe silencieux, chaque victoire cachée. Chaque fois que quelqu'un essayait de m'enterrer, je m'enracinais dans l'obscurité jusqu'à être trop profonde pour être coupé. Hazel m'a dit un jour, utilise le registre pour te souvenir d'où tu viens. Parce que le pouvoir est une chose étrange, il fait oublier. Je n'ai jamais oublié. Même maintenant, avec le badge de PDG accroché à ma chemise et le nom de l'entreprise sur ma carte de visite, j'ouvre encore ce dossier le soir. Je lis encore les entrées, non par dépit, mais pour me rappeler que tout empire commence dans la poussière. Chaque roi était autrefois l'homme derrière son bureau. Chaque succès que j'ai bâti s'est forgé dans le silence de leur rire. Alors, laissez-les rire. Laissez-les m'appeler la secrétaire, laissez-les me sous-estimer. Moi, parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils me donnent une ligne de plus à écrire dans mon registre, et chaque ligne me rend plus fort. Contrôler une entreprise ne commence pas toujours par une réunion de conseil. Parfois, cela commence par un trombone. J'ai appris cela dans les coins tranquilles du bureau de Monroe, où je me tenais debout avec mon presse-papier, l'écoutant vaguement exposer ses plans au conseil d'administration, aux actionnaires ou aux derniers investisseurs qu'il essayait d'impressionner. Mon travail, du moins sur le papier, consistait à le soutenir, à tenir son agenda, à réserver ses vols, à lui préparer son café. Mais mon vrai travail, celui que personne ne voyait, était d'apprendre. Chaque fois que je rangeais une pile de documents ou que je remplaçais une agrafe usée, j'apprenais à qui Monroe faisait confiance, qui il licenciait, qui, au sein du conseil, avait plus de pouvoir que son titre ne le laissait entendre. La voix tremblante du directeur financier lorsqu'il évoquait les rapports trimestriels. La façon dont Nora Winslow fronçait les sourcils chaque fois que Monroe évoquait ses projets d'expansion. J'ai tout observé, catalogué, stocké dans mon registre mental. Un trombone. Cela ne semble rien, un morceau de papier plié. Le métal était censé maintenir les papiers ensemble, mais entre mes mains, il est devenu un outil de pouvoir. Je l'ai utilisé pour assembler les documents de retraite qui révélaient une fuite dans les fonds de l'entreprise. Je l'ai utilisé pour assembler les contrats qui montraient que le neveu de Monroe, celui qu'il préparait à la direction, détournait des fonds d'un contrat annexe. Je découpais les documents et les apportais dans le bureau de Monroe, il les lisait d'un air intéressé, puis signait. Il me faisait confiance parce qu'il me trouvait petite, loyale. Et pensait que je n'aurais jamais imaginé utiliser un trombone pour bâtir mon empire. Nora Winslow a été la première à me voir différemment. Elle était perspicace, le genre de femme qui remarquait les détails que tout le monde ignorait. Le jour où je suis entré dans son bureau avec une pile de rapports qu'elle n'avait pas autorisés, a-t-elle haussé un sourcil. Silu, a-t-elle dit d'une voix de scalpel.
Pourquoi faites-vous ces calculs? C'est le travail du directeur financier. Je n'ai pas bronché. Je me suis penché juste assez pour qu'elle me regarde. Monroe m'a demandé de les examiner. J'ai menti avec aisance. Il s'inquiète des options de rachat du fonds de pension. Elle m'a observé un instant, les yeux plissés comme si elle me voyait pour la première fois. Puis elle a hoché la tête, très bien, tiens-moi au courant. Et voilà, je n'étais plus la secrétaire. J'étais l'homme aux chiffres, l'homme au trombone capable de maintenir l'entreprise en vie ou de la détruire. Le plan de la pince était ma porte d'entrée. Je l'avais étudié comme un texte sacré, chaque clause, chaque note de bas de page, chaque poste discrétionnaire qui donnait à l'administrateur moi l'autorité. Monroe ne s'est jamais soucié des détails. Il voulait des résultats, et c'est ce que je lui ai donné. J'ai restructuré les avantages sociaux, rationalisé les paiements. J'ai trouvé des gains d'efficacité qui ont libéré suffisamment de capital pour financer les projets favoris de Monroe et les miens, tout en renforçant mon influence, car chaque modification de clause, je la documentais. Chaque faille, je notais qu'il avait approuvé. Et chaque fois que quelqu'un s'il remettait en question mon autorité, je souriais et leur montrais le formulaire signé, le manuel des politiques, le trombone qui maintenait tout cela ensemble. Monroe ne l'avait pas vu venir. Il vieillissait et le conseil d'administration voulait un nouveau leadership. Il avait passé tellement de temps à m'ignorer, à se moquer de mes petites tâches, qu'il n'avait pas réalisé que le trombone dans ma main était devenu un levier assez puissant pour faire bouger son monde. Assis en face de lui dans la salle de réunion, Nora à mes côtés, le directeur financier clignant des yeux devant les documents que j'avais préparés, j'ai vu le moment où il a compris. Son regard est passé des contrats à mon visage, les rides se creusant autour de sa bouche tandis qu'il essayait de reconstituer le tout. Vous, a-t-il dit d'une voix neutre. Vous êtes derrière tout ça. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui. Je lui ai simplement présenté le contrat final, celui qui lui offrait une sortie gracieuse, généreux sur le papier, mais dont les termes le liaient plus que n'importe quelle corde. Le conseil d'administration veut de la stabilité, ai-je dit. Il veut de l'équité, il veut le silence. J'ai tapoté une épingle à côté de la ligne de signature. Ils me veulent. Sa main tremblait en signant. L'épingle était lourde dans sa main. J'ai regardé l'encre sécher chaque lettre, scellant ma place en haut. Et lorsqu'il a terminé, il m'a regardé avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il a demandé, « Comment avez-vous fait ?» Je me suis reculé, la voix calme, désagrafeuse, Monroe. J'ai dit, des trombones, des mémos, chaque petite chose que vous pensiez n'avait aucune importance. C'est là que tout a commencé. Il a secoué la tête comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Tu n'étais qu'une secrétaire. J'ai laissé cette phrase en suspens, l'écho final de son arrogance. Non, j'ai dit que j'étais l'homme qui dirigeait le système que vous ignoriez. L'homme qui savait où se trouvait chaque levier, l'homme qui savait exactement quand l'actionner. La salle de réunion était silencieuse. Nora m'a regardé avec un respect discret. Elle l'avait vu venir, peut-être pas tout, mais suffisamment pour savoir que je n'étais pas l'homme qu'il pensait. Le directeur financier fixait la table, ses doigts tambourinant nerveusement. Il avait voté. Pour moi, car il avait vu les chiffres, constaté les gains d'efficacité que j'avais créés. Ils étaient réels. Mais la véritable victoire résidait dans les détails, les trombones, les clauses de pincement, les conversations discrètes qui ont façonné leur choix. J'ai bâti cet empire, un document à la fois, une signature à la fois, et maintenant c'était moi qui signais les chèques. Pas d'applaudissements, pas de tapis rouge, juste le tic-tac de l'horloge de la salle de réunion, le léger bourdonnement de la climatisation. Je restais là à ajuster ma cravate, le badge accroché à ma veste indiquant « PDG Silu Carter ». C'était parfait, comme un costume que j'avais confectionné en secret pendant des années. Monroe se leva lentement, le visage pâle, et me tendit la main. « Félicitations, dit-il d'une voix chuchotée. Je lui serrai la main, ferme mais sans jubilation. « Merci, dis-je. Je m'en charge. » Et tandis qu'il sortait, la porte se refermant derrière lui, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu l'avenir que j'avais construit, un avenir où chaque détail comptait, un avenir où personne ne le ferait jamais. Sous-estimer l'homme au trombone. Encore une fois, car le contrôle ne commence pas par les grands gestes, il commence dans les marges, dans les recoins inaperçus, dans les plus petits outils. Un trombone entre de bonnes mains est la clé d'un empire, et j'avais les bonnes mains. Bell est revenu dans mon bureau le lendemain de la cession des actions de Monroe,
le même bureau où elle m'avait déposé mon déjeuner, avec un soupir et un rappel de ne pas travailler trop tard cette fois. Elle est entrée avec un sourire crispé et une robe gris pâle qui semblait avoir été choisie pour des funérailles, la mienne, sans doute. Elle portait un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture et s'est perchée au bord du fauteuil d'invité, croisant les jambes comme si elle s'apprêtait à entamer des négociations. Restons courtois. Elle a commencé à lisser un pli de sa robe. Tu t'en sors bien maintenant, n'est-ce pas? Alors parlons règlement. Règlement, ce mot a fait l'effet d'un coup de poing, mais je n'ai pas bronché. Je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait. Je l'ai laissé faire. Elle parlait, les mots jaillissaient comme des répliques soigneusement répétées dans une pièce de théâtre. Elle voulait une séparation à l'amiable. Elle disait, la moitié de tout, plus une pension alimentaire, plus une partie de mes actions pour compenser la détresse émotionnelle que j'avais causée. Sa détresse émotionnelle. Elle l'avait portée comme un insigne chaque fois qu'elle me rabaissait devant ses amis. Chaque fois qu'elle m'appelait son premier mari. Elle pensait être gracieuse en m'offrant la possibilité de signer un contrat de mariage avec un sourire poli. Mais je n'étais pas l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Plus maintenant, bien sûr, dis-je calmement en attrapant l'enveloppe que j'avais préparée. Moi aussi, je crois en l'équité. Je glissai l'enveloppe sur le bureau. Elle était épaisse, remplie de documents, de pages et de pages qui documentaient chaque virement qu'elle avait effectué avec l'argent de mon entreprise. Chaque fois qu'elle avait transféré des fonds des comptes de Carter et Layton vers son application de bien-être. Chaque fois qu'elle avait signé des factures à mon nom. Chaque fois qu'elle plongeait dans le système de pignon qu'elle pensait que j'avais installé juste pour elle, son visage tremblait lorsqu'elle le ramassait, la couleur quittant ses joues. Elle feuilletait les pages, plus vite au début, puis plus lentement, tandis que les mots se brouillaient et que les signatures, les siennes, sautaient de la page. Silu, murmura-t-elle d'une voix tendue. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me suis penché en arrière, la voix ferme. Voici le relevé de tous les actifs que vous avez transférés sous de faux prétextes, dis-je. Chaque dollar que vous avez pris à mon entreprise et que vous avez prétendu vous appartenir. Chaque client que vous avez contacté grâce à mes contacts, chaque fois que vous avez profité d'une relation que vous n'aviez pas construite. Ses lèvres s'entr'ouvrirent tandis qu'elle cherchait une défense, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Je ne savais pas, dit-elle. Je pensais que tu pensais que j'avais coupé le ton suffisamment brusquement pour couper court à ses excuses comme quoi je ne faisais pas attention. Tu pensais pouvoir bâtir ton empire sur mon dos et repartir avec la moitié du mien. Elle posa l'enveloppe, les mains tremblantes. Silu, s'il te plaît, dit-elle d'une voix brisée. Maintenant. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas ce que j'ai demandé. Je ne voulais pas escroquer mon entreprise. Je ne voulais pas saboter ma réputation. Je ne voulais pas faire de moi la blague de vos dîners. Je me levai alors, lentement et délibérément, comme j'avais vu Monroe le faire, lorsqu'il voulait emplir la salle de sa présence. Vois-tu, Belle, je t'ai dit que tu jouais à ce jeu en partant du principe que je serais toujours l'homme derrière le bureau, celui qui te faciliterait la vie. Mais j'ai construit quelque chose pendant que tu riais. J'ai construit quelque chose que tu ne peux pas toucher. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main pour la faire taire. Tu voulais un arrangement, continuai-je d'une voix calme. Le voilà. Je sortis un simple morceau de papier du dossier. Une offre d'arrangement. C'était court, simple, $1. Elle le fixa comme une grenade. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-elle. C'est ce que tu obtiens. J'ai dit, $1. Et estime-toi chanceux. Je ne porte pas plainte, car tout ce que tu as fait est documenté et chaque compte que tu pensais détourner est déjà signalé par l'équipe de conformité. Tu repars avec ce que tu as apporté à ce mariage, $1 et un nom que tu peux ternir à ton rythme. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais je ne détournai pas le regard. J'avais déjà vu ces larmes lors de fêtes, quand quelqu'un d'autre recevait le compliment qu'elle pensait mériter dans le miroir de la salle de bain en répétant son texte. Elle n'était pas réelle, ni maintenant, ni jamais. Elle tendit la main comme pour toucher la mienne, mais je la retirai, la laissant tendre la main dans le vide. Silu, s'il te plaît, supplia-t-elle, ne fais pas ça. Je suis désolé, je ne savais pas. Tu le savais. J'ai dit que tu t'en fichais. Tu pensais que je serais toujours l'homme qui j'ai dit oui, mais cet homme est parti, et celui qui se tient là maintenant ne te doit absolument rien. J'ai fait un geste vers la porte. Ta voiture est devant. J'ai dit, enregistré au nom de la SARL.
Tu as été dissoute la semaine dernière. J'ai fait venir la dépanneuse ce matin. Tu la trouveras dans le parking visiteur. Clé sur le contact. Considère ça comme ton indemnité de départ. Elle m'a regardé comme si je l'avais frappée. Ma voiture, a-t-elle dit, la voix tremblante, Silu, c'est mon numéro. J'ai prononcé mon ton final, c'est ma voiture, mais avec mon argent enregistré à mon nom via le plan de protection des actifs de l'entreprise. Tu n'en es plus le propriétaire. Et l'application dont tu étais si fier, celle que tu as créée avec mes ressources, je la possède aussi. Tu peux garder le dollar. C'est mon cadeau. Un nœud sur le paquet. Elle s'est levée lentement, ses mains secouant le dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux ont croisé les miens, rouges, cerclés et instables. Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça, a-t-elle ajouté. Murmura-t-il. Je n'aurais jamais cru que tu le ferais. Je laissai un petit sourire s'installer sur mon visage. Le même sourire que j'avais arboré le jour où Monroe m'avait traité de simple secrétaire. C'est bien là le problème. J'ai dit que tu n'aurais jamais cru. Je la regardais se diriger vers la porte, le pas lent, les épaules affaissées. Je ne l'appelais pas, je ne lui souhaitais pas bonne chance, je restais là, laissant le silence envahir la pièce. Quand la porte se referma, j'exhalai le poids de minuit passé dans l'ombre, soulevé de ma poitrine. Je parcourus le bureau du regard, le bureau poli, les photos encadrées d'une vie qu'elle n'avait jamais voulu connaître, et je sentis la satisfaction s'installer au plus profond de moi. Je lui avais fait croire que Royce était intouchable. Ben le traitait toujours comme le chouchou, celui qui arrangerait tout si ses plans avec moi échouaient. Il l'emmenait à chaque dîner de famille, me tapant dans le dos comme si j'étais un oncle inoffensif racontant des blagues à mes dépens, tandis qu'elle riait trop fort comme moi. Il n'était même pas là, disait-il en se penchant vers lui avec une fausse inquiétude, tu dois vraiment te comporter comme un homme si tu veux la satisfaire. Je souriais et hochais la tête, jouant le rôle pendant que je prenais des notes mentales sur chaque facture d'entreprise qu'il m'avait fait signer par erreur. Voyez-vous, Royce était aussi sur notre liste de paix interne, répertorié sous un rôle inventé, bien-être, sensibilisation, liaison, un titre fantaisiste que Bell avait inventé pour pouvoir toucher un salaire sans travailler. Il se vantait de l'argent supplémentaire qu'il gagnait, toujours sur ce ton paresseux, comme si c'était son droit de naissance. Il ne le savait pas, chaque fois qu'il se vantait, chaque fois qu'il me faisait un clin d'œil comme si j'étais la secrétaire qui rangeait ses bêtises. J'ajoutais une ligne à son dossier, car pendant qu'il était occupé à jouer les gros bonnets, j'étais occupé à jouer la carte de la réussite. Je surveillais le système de paie avec acharnement. Sur chaque prime et note de frais qui arrivait sur mon bureau, le nom de Royce apparaissait chaque mois. Une ligne nette sur le grand livre, quelques centaines ici pour la sensibilisation, quelques milliers donc pour le projet. Consultation chaque fois signée par Bell, qui se croyait au-dessus de tout contrôle, mais le système m'appartenait désormais. Chaque signature passait par moi, chaque dollar remontait au même document frauduleux qui lui avait valu la pension qu'elle ne méritait pas. Ils pensaient tous les deux que je ne le remarquerais jamais. Ils pensaient tous les deux que j'étais toujours l'homme qui souriait et allait chercher le café le matin. Le badge de Royce, raté au bureau, était une chose que j'attendais. Je l'avais orchestré avec Nora, qui était devenue une alliée plus précieuse que Bell et Royce ne l'aurait jamais imaginé. On a un licenciement, lui ai-je dit en lui montrant les documents prouvant que le rôle de Royce n'était qu'une coquille vide. Elle avait accepté de mettre fin au poste discrètement, laissant le système s'occuper du reste. Lorsque Royce est entré ce matin-là, badge en main, le scanner a émis un bip rouge et un bourdonnement définitif. Son expression était inestimable, comme celle d'un homme qui aurait misé la maison sur un jeu truqué et qui vient de découvrir qui avait distribué les cartes. J'observais depuis mon bureau. Bureau, café à la main, alors qu'il faisait signe aux gardes et exigeait qu'on le laisse entrer. C'est une erreur, cria-t-il, sa voix s'élevant, la panique s'insinuant dans son ton. Allez chercher Silu. Il sait qui je suis. J'ai pris une gorgée lentement, savourant l'instant. Je ne savais pas qui il était. Je le connaissais par cœur, son faux rôle, son faux travail, sa vraie fraude. J'avais vu chaque chèque de paie, chaque dépense rémunérée qu'il avait déclarée, ses journées au spa et ses dîners qui n'avaient rien à voir avec le bien-être. J'avais regardé Bell les signer tous, inconsciente que la secrétaire montait un dossier contre deux. Quand le gardien m'a appelé, la voix hésitante, j'ai gardé mon ton. Même, dites à Monsieur Royce que ses services ne sont plus nécessaires. J'ai dit que son badge avait été désactivé et son poste dissous. Un silence. S'il a des questions, il peut contacter les RH.
J'ai raccroché avant que le gardien ne puisse répondre. Royce n'avait aucune question à laquelle les RH pourraient répondre. Tout ce qu'il voulait savoir était dans ce registre. J'avais gardé celui qui détaillait chaque transaction, chaque fausse signature. Il n'était plus qu'une ligne de plus sur une page, une note de bas de page dans l'empire que j'avais bâti. Alors qu'il sortait en trombe, en criant dans son téléphone, probablement à Brielle, qui n'aurait pas de réponse, j'ai vu la panique se répandre sur son visage. L'arrogance s'est dissipée, ne laissant derrière elle qu'un homme qui avait bâti son château sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il n'avait jamais compris que l'ambition ne consistait pas à crier le plus fort. C'était une question de patience, de précision et de savoir quand frapper. J'avais passé des années à le laisser croire que j'étais la secrétaire, à lui laisser croire que je serais toujours l'homme derrière le bureau. Mais l'homme qui a bâti Carter et Layton Capital n'était plus la secrétaire. C'était lui qui possédait le grand livre, celui qui contrôlait les serrures, celui qui détenait les clés. Et Royce, il n'était qu'un homme de plus qui avait sous-estimé le pouvoir de l'ambition silencieuse. Ce jour-là, alors qu'il quittait le bâtiment, son badge inutile, son arrogance disparue, j'ai senti le poids de chaque petite humiliation qu'il m'avait infligée s'évanouir. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de me réjouir. J'avais déjà gagné. Le système que j'avais built s'en est assuré. Son expression était le seul signe de victoire dont j'avais besoin. Je dirige maintenant Carter et Layton Capital, de secrétaire à PDG, de l'homme qu'il qualifiait de chanceux à celui dont on murmure désormais le nom dans les salles de conseil et les clubs de spa. Chaque fois que j'entre dans une pièce, je vois leur regard se poser sur moi avec ce mélange de peur et de curiosité. Ceux-là même qui riaient dans mon dos, maintenant, reprennent leur cravate et pèsent leurs mots. Ils se souviennent du club de spa, de la façon dont Belle m'a traité de simple secrétaire et a découvert devant tout le monde qu'elle avait vécu dans mon ombre depuis le début. Ils chuchotent encore ce moment, le verre qui lui a glissé des mains, la façon dont sa voix s'est brisée lorsque Monroe a prononcé les mots qu'il murmure, la façon dont je me suis assis là, calme, comme si j'avais planifié chaque seconde et peut-être l'avais-je fait. J'avais appris de chaque document, de chaque conversation, de chaque sourire narquois qu'il m'avait adressé. J'avais étudié l'ambition comme si c'était un langage. Seuls les négligés parlaient couramment. Je signais des chèques. Maintenant, j'embauche et je licencie le régime de retraite. Mon régime de retraite fonctionne bien. Financer mes extensions, mes investissements, chaque fois qu'on me dit que j'ai de la chance, je souris, mais intérieurement, je me souviens de chaque nuit passée au bureau, de chaque moment de calme où j'étais l'homme derrière le bureau. La chance n'y était pour rien. C'était le travail acharné, la patience, le grand livre. J'ai construit un trombone à la fois. Belle appelle, laissant parfois des messages vocaux avec cette gaieté forcée qu'elle réservait au dîner. Elle parle de recommencer, de se trouver. J'écoute, puis je les supprime, car l'homme qu'elle a épousé est parti. L'homme qui allait chercher le café, qui sursautait lorsqu'elle le rabaissait, qui restait silencieux lorsqu'elle l'appelait Safa. Il n'est qu'une note de bas de page dans l'histoire que j'écris maintenant. Parfois, je traverse les anciens couloirs où je transportais notes et tasses à café et je vois les nouveaux assistants, ceux qui se croient invisibles. Je m'assure de les saluer, de leur demander comment s'est passée leur journée, car je sais ce que c'est que d'être négligé. Je sais ce que c'est que d'être sous-estimé et je sais que le prochain mois pourrait. Soyez à leur place, calmes, patients, construisant une forteresse de chaque sourire, chaque soupir, chaque trombone qu'ils sont remis. Parce que c'est comme ça que vous passez de la chance au légendaire, vous n'élevez pas votre voix, vous augmentez votre valeur. Et quand ils voient enfin ce que vous êtes devenu, quand ils verront le nom sur le bâtiment, sur le régime de retraite, sur les chèques, ils chuchoteront, ils se demanderont et ils ne le verront jamais venir. C'est la vraie récompense. Pas les applaudissements, pas les gros titres, mais les connaissances que j'ai tout construit avec leurs doutes comme fondation. Je ferme le grand livre maintenant et je le verrouille. Il a fait son travail. L'homme derrière le bureau est l'homme à la tête de la table maintenant, et quand le prochain défi arrive, et il le fait toujours, je serai prêt. Pas de chance, pas en sécurité, mais légendaire, parce que le vrai pouvoir. Ce n'est jamais sous les projecteurs, c'est dans les moments calmes où personne ne regarde, quand vous êtes seul avec les chiffres et les doutes et le bourdonnement régulier de l'ambition qui ne vous permet de vous reposer. C'est là que vous construisez votre empire, c'est là que vous apprenez à sourire lorsqu'il vous sous-estime et c'est là que vous signez l'échec.